Bonjour à ceux qui sont arrivés. On va attendre encore quelques minutes pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Bonjour et bienvenue à ce webinaire offert par l'Axe Santé mentale des populations du Réseau de recherche en santé des populations du Québec et Calaxia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir dans la fonction questions et réponses ou question and answer, Q&R ou Q&A, dépendamment de la version que vous avez de Zoom. Donc, aujourd'hui, le webinaire va être présenté par professeur Carlotta Lunghi de l'Université du Québec à Rimouski, département des sciences de la santé. Donc, le titre du webinaire d'aujourd'hui, c'est la polymédication chez les personnes âgées atteintes de schizophrénie au Québec. Donc, le webinaire est présenté par l'Axe santé mentale des populations du Réseau de recherche en santé des populations du Québec, soutenu par le Fonds de recherche du Québec en santé, FRQS. Donc, le réseau et l'Axe ont été créés en 2014 et l'Axe santé mentale a pour but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour la clientèle en santé mentale. Elle regroupe plus de 150 membres étudiants, chercheurs et associés provenant de différents milieux. Elle s'intéresse à des thématiques diversifiées autour de la santé mentale des populations. Puis, elle propose plusieurs opportunités de financement comme des initiatives structurantes et différents concours pour chercheurs et étudiants. Elle propose aussi différentes activités de transfert de connaissances sous forme de webinaires présentés par les membres de l'Axe et d'autres acteurs impliqués dans la santé mentale des populations au Québec. Donc, on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir une des co-responsables de l'Axe de santé mentale des populations du réseau de recherche, donc Pascal Roberge, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Merci. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est aussi présenté par Calaxia. Calaxia, qui est... ça ne sera pas très long, je surfe dans mes notes en même temps. Donc, Calaxia, le réseau Calaxia, qui souhaite contribuer à une meilleure santé mentale des populations en valorisant et en rendant disponibles les connaissances à différents publics, gestionnaires, professionnels du réseau de la santé, services sociaux, des milieux communautaires, scientifiques et le grand public. Donc, Calaxia, c'est 18 dossiers thématiques, plus de 40 experts collaborateurs, dégustation de savoir, webinaires, quintessence, des publications brèves de transfert de connaissances, plusieurs ressources, dont des articles, des rapports, un site web et un moteur de recherche, une communauté dédiée à la mobilisation des connaissances en santé mentale des populations. Donc, vous pouvez trouver Calaxia sur leur site web et sur les différents médias sociaux. Donc, on a aussi la chance d'avoir la nouvelle directrice générale et directrice scientifique de Calaxia aujourd'hui, professeure Isabelle Doré. Merci beaucoup. Bonjour à tous, puis je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Et donc, pour finir, notre conférencière, professeure Carlotta Lunghi, donc, qui est professeure au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec et de Chaudière-Appalaches. Elle est pharmacienne et pharmaco-épidémiologiste. Ses intérêts de recherche portent sur l'usage des médicaments en contexte de maladies chroniques et santé mentale. Elle s'intéresse aussi à l'adhésion médicamenteuse et la polymédication chez les personnes âgées. Professeur Lunghi, à vous la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle opportunité de présenter des résultats des recherches sur la schizophrénie. Je partage mon écran. Attendez un instant. Ça devrait être les bons, je pense. Est-ce que vous voyez bien mon écran? OK, parfait. Donc, comme je vous disais, merci beaucoup, mais merci au réseau de recherche des populations, la santé mentale et au réseau Calaxia pour pour cette invitation. J'aime beaucoup l'idée de présenter à vos membres et aux étudiants les résultats de cette étude qui est, comme vous l'avez vu à partir du titre, porte sur la polymédication chez des personnes âgées qui sont atteintes de schizophrénie au Québec, donc un portrait de la polymédication dans cette population. Les plans de la présentation, ça va être assez classique. On va faire une introduction sur la schizophrénie, quelques informations, peut-être tout le monde déjà laissé, mais je me suis dit que peut-être il y avait aussi un public large d'étudiants qui ne connaissent pas trop la schizophrénie. On va parler de la polymédication, c'est quoi la polymédication? Et puis, on va venir à cette étude que je présente, donc les objectifs, la méthodologie, les résultats, la discussion et les conclusions. Donc, la schizophrénie est un trouble psychotique, un trouble mental qui est caractérisé par des anomalies cognitives graves. En particulier, les personnes présentent des hallucinations, c'est-à-dire ils vont entendre, voir ou sentir ou goûter des choses qui ne sont pas vues, entendues ou goûtées par les autres personnes. Donc, ils présentent aussi des discours désorganisés, des troubles de la pensée ou du comportement, des délires en fait, et aussi un déficit de la perception et de l'attention et la perte de contact avec la réalité. Tous ces symptômes portent un dysfonctionnement dans la vie quotidienne. Désolée pour l'interruption, je vais continuer tout de suite. En fait, pour ce qui est des causes, il y a des facteurs génétiques qui sont vraiment prépondérants par rapport aux facteurs environnementaux. En particulier, on connaît que la génétique est très, très importante à partir des études sur les jumeaux qui ont été faites, et aussi on connaît le fait que l'héritabilité de cette maladie est très, très élevée. Mais pour ce qui est des causes plus environnementales, il y a plusieurs hypothèses, entre autres des infections ou des anomalies ou des facteurs stressants, donc des stresseurs majeurs pendant la grossesse. Aussi une mauvaise hygiène de vie et de la consommation des drogues. Mais en fait, c'est comme un ensemble des facteurs qui peut porter à la schizophrénie. La schizophrénie, comme on l'a dit, est un trouble mental grave et comporte des charges sanitaires, sociales, professionnelles et économiques très, très importantes. C'est là à cause du fait que l'apparition de la maladie est assez tôt dans la vie de la personne, dans la fin adolescence chez les jeunes adultes. Et aussi parce que les symptômes sont très graves, comme on vient de les mentionner tantôt. En plus, les personnes qui sont atteintes de schizophrénie ont aussi plus fréquemment des comorbidités de type psychiatrique, par exemple des troubles liés à la substance, la dépression, des troubles anxieux ou des troubles de la personnalité. Et c'est souvent difficile aussi de faire les diagnostics de certains de ces troubles à cause des chevauchements de certains symptômes.
Aussi, on disait que c'est une charge sanitaire et sociale très importante à cause aussi du fait qu'il y a un risque très élevé de suicide chez les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Dans la plupart des cas, c'est chez les plus jeunes, surtout les hommes plus jeunes qui vont tenter plus fréquemment les suicides. Et on estime les risques de suicide de 4 à 10 des cas de schizophrénie. À part les comorbidités psychiatriques, les patients qui ont une schizophrénie sont aussi plus souvent sédentaires, sont des fumeurs de cigarettes, aussi des toxicomanes, donc ils font des abus de substances. On a dit qu'il y a des chevauchements avec d'autres troubles psychiatriques comme les troubles liés à l'abus de substances. Mais aussi, il y a des comorbidités, donc aussi causé peut-être aussi par ce style de vie qui n'est pas adéquat. Donc, des comorbidités physiques comme des maladies cardiovasculaires, l'obésité, les diabètes de type 2, des syndromes métaboliques et aussi des démences. En fait, souvent, ces problèmes physiques sont sous-diagnostiqués chez des patients qui ont la schizophrénie et quand ils sont diagnostiqués, ils arrivent à être à un niveau de sévérité si grave qu'il nécessite un traitement pharmacologique plus intensif. Mais si on va regarder un peu des chiffres, donc un peu d'épidémiologie de la schizophrénie, on sait qu'elle est une maladie débilitante, donc une des premières 10 causes d'invalidité dans le monde. La prévalence est estimée à 1%, plus ou moins ces chiffres-là, c'est dans les mondes, mais il y a différentes variations selon l'étude. En fait, ces variations sont dues au fait que ce n'est pas facile d'accéder à ces populations-là, par exemple, par le fait que plusieurs d'entre eux sont des itinérants ou seraient des prisonniers, par exemple, et aussi parce qu'il n'y a pas des grandes études nécessitent des façons plus simples d'identifier des sujets qui sont atteints. Donc, les diagnostics est quand même assez complexe. Donc, c'est plus difficile d'avoir des estimations valides, ce qui explique la grande variation des estimés. Pour ce qui est de la prévalence ponctuelle, on parle de 0,28% à 0,60% dans les mondes. Au Canada, on n'a pas vraiment des grosses différences par rapport à ça. On a un estimé de prévalence à vie de 0,9%. Et vous voyez ici dans la carte du Canada que certaines provinces sont plus affectées que les autres, mais les prévalences à vie restent environ autour de 1%. Venons maintenant au traitement de la schizophrénie. En fait, on a dit que la schizophrénie est caractérisée par des symptômes sévères aussi, qui sont des symptômes qu'on appelle symptômes positifs, comme les hallucinations, les délires, et symptômes négatifs. Tous ces symptômes-là, en fait, sont causés, je simplifie, par un débalancement dopaminergique. En fait, c'est pour cela que les traitements pharmacologiques de la schizophrénie visent à, quelque sorte, rétablir l'équilibre dans ces systèmes dopaminergiques, dans différentes voies dans les cerveaux. Donc, il y a plusieurs, et selon les types des récepteurs dopaminergiques, on peut avoir un effet plus ou moins important sur les symptômes négatifs ou positifs. Donc, les antipsychotiques sont classés traditionnellement en typiques, qui sont des médicaments des premières générations, et atypiques, qui sont des secondes générations. Les atypiques c'est des premières intentions maintenant.
Donc, on pourrait prendre en fait les antipsychotiques des premières générations, les typiques, sont de moins en moins utilisés parce qu'ils sont en fait associés à des effets indésirables assez importants, surtout des effets extrapyramidaux, des risques des dyskinésies tardives. Mais ils peuvent quand même être utilisés dans les cas où il y a une efficacité des traitements, des plus nouveaux traitements, surtout si les symptômes positifs, donc par exemple les hallucinations ou les délires, ne sont pas gérés et sont persistants. Et par rapport aux atypiques, les typiques, donc ceux des premières générations, ont moins d'effets indésirables métaboliques. Celles des deuxièmes générations, donc les atypiques, comme on l'a dit, ont moins d'effets indésirables en général, surtout des effets indésirables extrapyramidaux et des risques faibles des dyskinésies tardives. Ils ont un effet sur les symptômes positifs et aussi peuvent réduire les symptômes négatifs. Mais en fait, ils peuvent avoir des effets indésirables au niveau du système endocrinologue, donc peuvent induire un syndrome métabolique et donc donner une résistance à l'insuline, causer une prise de poids et l'hypertension. En général, la clozapine était, on peut dire qu'elle était les premiers antipsychotiques des premières générations qui avaient prouvé une efficacité par rapport au traitement conventionnel et peut être utilisé en cas d'échec du traitement antipsychotique des deuxième génération. Les antipsychotiques, en fait, doivent être pris à vie. Normalement, c'est la monothérapie qui est conseillée et comme on le disait, la première intention, c'est d'utiliser des antipsychotiques de deuxième génération, donc les plus nouveaux qui ont moins d'effets extrapyramidaux. Mais dans la pratique clinique, c'est quand même assez fréquent. Donc, ça arrive que plusieurs antipsychotiques, au moins 2 antipsychotiques, soient utilisés en même temps. Donc, on parle des polymédications antipsychotiques justement quand on a l'utilisation concomitante de 2 ou plus antipsychotiques. Normalement, on va donner plus d'un antipsychotique lorsque les contrôles de la psychose n'est pas atteint ou aussi pour traiter d'autres symptômes comme l'insomnie ou d'autres effets secondaires que l'on peut avoir. Et malheureusement, il y a quand même un bon pourcentage des cas qui sont résistantes au traitement antipsychotique. Donc, dans ces cas plus sévères, on va quand même essayer une polymédication. En fait, dans une méta-analyse récente qui a été faite sur 147 études, on est arrivé à estimer la prévalence de la polymédication antipsychotique à 19,6% de tous les cas, donc avec une augmentation aussi dans les dernières années. En fait, la supériorité de la polymédication antipsychotique plutôt qu'au changement d'un antipsychotique à l'autre n'est pas confirmée vraiment, sauf dans des études, dans des essais cliniques qui sont de plus faible qualité. Donc, les lignes directrices ne poussent pas l'utilisation d'une polypharmacie antipsychotique. Mais de toute manière, certaines études qui sortent montrent une association positive avec une diminution des risques de mortalité dans certains cas. Mais toujours, ce sont des petites études encore, donc ce n'est pas une recommandation des lignes directrices.
Mais en général, donc, on a parlé des polymédications. J'ai nommé la polymédication antipsychotique. Mais qu'est-ce que c'est la polymédication en fait? Comment on la définit en général? Donc, pas seulement lié à l'utilisation d'antipsychotiques. Qu'est-ce que c'est la polymédication? En fait, une récente revue de la littérature s'est penchée sur ces sujets. C'est une revue de la littérature à laquelle j'ai participé. Donc, c'est dans cette revue de la littérature, on a vraiment cherché toutes les études qui nommaient, qui utilisaient la définition polypharmacie en anglais ou polymédication. Et on voulait aller chercher toutes les définitions opérationnelles qui se trouvaient dans ces études-là. Qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? On a trouvé qu'il y avait vraiment une panoplie des définitions différentes de la polymédication. Il y avait vraiment plusieurs définitions différentes les unes des autres. Il y avait des définitions quantitatives, il y avait aussi des définitions qualitatives. Donc, les définitions quantitatives étaient utiliser des seuils ou normalement des nombres des médicaments pour la définition. Des définitions qualitatives allaient plus dans la présence de certains médicaments qui n'étaient pas appropriés, par exemple. En fait, si je résume, on peut dire qu'on avait trouvé 46 définitions quantitatives, donc seulement les quantitatives sur 348 études qu'on a répertoriées. Les seuils pour définir la polymédication variaient énormément d'une étude à l'autre. On passait de seulement 2 médicaments à 20 et plus médicaments, donc pour définir une personne exposée à la polymédication. Et aussi, certaines autres études utilisaient pas un seuil, mais des catégories, donc des 1 à 4 médicaments, des 5 à 9, des 10 à 14, par exemple, des 15 et plus. Donc, ils faisaient vraiment des catégories, alors que les plus souvent, c'était cut-off, c'était oui, non, polymédication. Donc, par exemple, jusqu'à 5 médicaments, à 4 médicaments, ce n'est pas polymédication. À partir des 5 médicaments et plus, c'était polymédication. En fait, les seuils des 5 était la définition la plus fréquente retrouvée dans les études. À peu près dans 60% des études, un peu moins de 60% des études ont y mentionné cette définition-là. Mais il y avait quand même des différences, même à l'intérieur d'un seuil numérique des 5 médicaments, parce que les différences étaient grandes aussi par rapport à la fenêtre temporelle dans laquelle on allait mesurer la présence de ces médicaments. Par exemple, est-ce que dans certaines études, c'était des médicaments concomitants, donc ils devaient être consommés en même temps, ou dans une fenêtre de quelques mois, des 3 mois jusqu'à 1 an ou 2 ans. Aussi, certaines études utilisaient seulement des médicaments pour des maladies chroniques, d'autres des médicaments, n'importe quel médicament. Certains d'autres encore mettaient dans la définition aussi des médicaments en vente libre. Donc, vous voyez, c'était vraiment difficile de trouver un consensus. La deuxième définition la plus fréquente était celle des 10 médicaments et plus, qui, dans les études, était souvent nommée polymédication excessive. Mais en fait, qu'est-ce que c'est important de la polymédication? Pourquoi est-ce que la polymédication est négative? Mais en général, la polymédication dans différentes études a été associée à différentes conséquences négatives. C'est pour cela que la polymédication a un nommé est associé à des pensées négatives. Donc, ce n'est pas un terme neutre, c'est un terme négatif parce qu'il a été associé à des effets indésirables des médicaments, à des interactions médicamenteuses, à la diminution de l'adhésion au traitement,
aussi à la présence, à l'exposition des personnes aux médicaments potentiellement inappropriés. Donc, plus on a des médicaments et plus on risque d'en avoir certains qui ne sont pas appropriés. Aussi des syndromes gériatriques, notamment les risques accrus des chutes, d'incontinence urinaire ou des déficiences cognitives. Et aussi des risques accrus d'hospitalisation et de mortalité. Donc, en fait, c'est pour cela que le terme polymédication est un terme négatif parce qu'il est associé à des issues de santé qui sont négatives. En général, par contre, on peut dire que la polymédication en soi, ce n'est pas ni négatif ni positif. Il faudrait on peut dire que les termes polymédication devraient être simplement devrait avoir un accès, devrait être un terme négatif seulement si ça réfère à la présence d'un nombre de médicaments qui est plus élevé ou qui n'est pas nécessaire pour ces patients-là. Mais cela, ce n'est pas vraiment possible dans la plupart des études, aller évaluer cas par cas la polymédication. Donc, si on revient à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, on fait un petit résumé de ce qu'on a vu. On a vu que la polymédication antipsychotique est quand même présente, fréquente chez les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. On sait qu'en général, à cause du fait que les personnes âgées sont atteintes de plusieurs maladies chroniques, donc la multimorbidité est de plus en plus importante avec le vieillissement de la population. Donc, les personnes âgées sont plus à risque de consommer plusieurs médicaments. En fait, les études sur la polymédication chez les personnes qui ont de la schizophrénie, sont atteintes de schizophrénie, se sont concentrées jusqu'à présent uniquement sur la présence des polymédications antipsychotiques, donc de la présence des médicaments psychiatriques. Et il n'y a pas d'études encore qui ont porté sur la polymédication globale des patients, des personnes qui sont atteintes de schizophrénie lorsqu'elles vieillissent. Donc, cela nous amène à cette étude et à la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qu'il arrive aux personnes atteintes de schizophrénie lorsqu'elles vieillissent? Donc, bien évidemment, au niveau de la pharmacothérapie, au niveau des traitements pharmacologiques auxquels ces personnes sont exposées. Ce qui nous amène aux objectifs de l'étude qui étaient d'estimer la prévalence de la polymédication chez des personnes âgées atteintes de schizophrénie au Québec entre 2000 et 2016, d'estimer le nombre total des médicaments utilisés annuellement et d'écrire les principales classes des médicaments utilisés par la population étudiée et d'identifier les facteurs associés à la polymédication. Donc, pour ce faire, on a fait une étude descriptive longitudinale des cohortes populationnelles orientées de façon rétrospective. Donc, on est allé voir des données déjà présentes de façon rétrospective. Comme on l'a dit, on a identifié des personnes âgées, donc des personnes des 66 ans et plus, avec un diagnostic de schizophrénie. À partir des codes des classifications internationales des maladies 9 et 10. Et on a étudié ces patients entre 2000 et 2016. Pour mener cette étude, on a utilisé comme source des données les données du SYSMAC, donc du système de surveillance des maladies chroniques du Québec. Et ces systèmes des données est basé sur 5 bases de données administratives qui sont présentes, pour lesquelles on a des informations à partir des 96 et qui sont mises à jour annuellement. Donc, à ces jours-ci, les informations, on a des informations mises à jour jusqu'en mars 2019, si je ne me trompe pas.
Donc, quelles sont ces bases de données? On a les services médicaux, donc toutes les visites médicales qui ont été faites par les sujets. On a les fichiers des services pharmaceutiques, notamment toutes les informations sur les médicaments qui ont été réclamés à la pharmacie, donc des médicaments sous prescription. On a les fichiers des hospitalisations médicaux qui, bien évidemment, c'est un fichier sur les hospitalisations, les causes d'hospitalisation avec toutes les dates. Les fichiers des descriptions des personnes assurées, c'est les fichiers où on a toutes les informations sur la personne, notamment l'âge, les sexes, les codes postaux des résidences et les types d'assurance qu'ils ont. Et les fichiers des décès, donc qui est les fichiers de l'Institut statistiques du Québec. Donc, tous ces fichiers sont jumelés à partir d'un identifiant unique, donc qui permet d'identifier une seule personne et avoir donc toutes les informations qui sont regroupées dans ces 5 différents fichiers. À noter que pour ce qui est des services pharmaceutiques, en fait, l'information n'est pas présente pour tous les Québécois comme pour les autres informations, mais seulement pour les Québécois qui sont assurés par les services publics d'assurance médicaments. Qui représente environ un peu plus que 40% de la population globale générale du Québec de tout âge. Mais en fait, pour les personnes âgées, les personnes à partir des 65 ans sont automatiquement rentrent automatiquement dans le système des services de l'assurance médicaments. Donc, ce qui est intéressant pour utiliser le SISMA, c'est que les personnes âgées, ce sont des données populationnelles pour les personnes âgées. Donc, on va aller plus dans les détails de la méthodologie utilisée. On a défini des cas de schizophrénie parce que c'est ça qu'on voulait identifier d'abord. Donc, pour être considéré comme atteint de schizophrénie, un individu devait être qui était âgé de 66 ans et plus, devait avoir reçu au cours de l'année financière, parce qu'on regardait par année financière, c'est-à-dire d'avril à mars de l'année d'après, devait avoir reçu soit un diagnostic de schizophrénie au fichier des services médicaux, soit un diagnostic de schizophrénie au fichier des hospitalisations qu'on vient de nommer tantôt, avec des codes des classifications internationales des maladies 9 ou 10 que vous voyez ici dans la diapositive. Après ça, on a défini la polymédication. Comment on l'a défini? On l'a vu tantôt quand je vous ai parlé un peu de la revue systématique sur les définitions de la polymédication. Il n'y a pas malheureusement un consensus dans la littérature sur la polymédication. C'est pour cela que nous, on a décidé d'aller avec différentes définitions des polymédications en partant des 5 médicaments et plus, 10 médicaments et plus, 15 médicaments et plus et 20 médicaments et plus. Donc, pour être considéré comme étant exposé à la polymédication, un individu devait avoir réclamé au cours de l'année financière au moins 5 différents médicaments pour être considéré polymédicamenteux avec 5 et plus médicaments. Quand je parle de différents médicaments, je parle des différents codes de dénomination commune des médicaments, donc qui font, peu importe les types des dosages du médicament, et des médicaments qui sont bien évidemment prescrits par un médecin et qui sont donc après réclamés, donc qui ne sont pas en vente libre dans une pharmacie. Similairement, on a défini la polymédication avec 10 médicaments comme étant la présence d'au moins 10 réclamations des médicaments différents dans l'année financière, celle des 15 médicaments différents dans l'année financière et 20 comme étant la présence des 20 réclamations des médicaments différentes dans l'année financière.
Les autres variables à l'étude étaient l'âge qu'on a classé selon un groupe entre 66 et 75, 76 et 85 et 86 et plus, les sexes, la région des résidences qu'on a classé en 4 groupes selon disons la région métropolitaine de Montréal et puis les restes, on l'a classé selon le nombre d'habitants, donc jusqu'à arriver au niveau rural, donc des petits villages. L'indice de défavorisation matérielle et sociale mesuré en quintile, puis on a utilisé aussi des nombres de comorbidités, d'hospitalisation et des visites médicales. Pour ce qui est des analyses statistiques, on a calculé, mesuré l'utilisation annuelle des médicaments, donc soit psychiatriques que non psychiatriques, par conséquent, on a calculé la prévalence annuelle de la polymédication selon les différentes définitions qu'on avait préétablies, 5 et plus, 10 et plus, 15 et plus et 20 et plus. Cette prévalence a été ajustée pour l'âge. Puis, on a identifié aussi des facteurs cliniques et sociodémographiques associés à la polymédication à travers des modèles des poissons avec estimation robuste de la variance. Et on a utilisé un seuil de signification de 0,01%. Je pense que je me suis trompée ici. Donc, on va voir un peu les résultats de cette étude, de ces portraits de la population à l'étude, en partant par la description de la population. En fait, comme on l'a dit, on a fait des analyses annuelles de 2000 à 2016. Donc, bien évidemment, les caractéristiques de la population changent d'une année à l'autre. Ici, j'ai mis des exemples de certaines années qui vont donc l'année 2000, 2004, 2008, 2012 et 2016. En général, vous pouvez voir la proportion des personnes. Généralement, la plupart des personnes sont âgées entre 66 et 75 ans. Il n'y a pas vraiment de grandes variations au fil des années. La plupart sont des femmes. On est presque à 60, 40, 70, 30. Se retrouvent la plupart, une bonne partie dans les 5e quintile des défavorisations matérielles et sociales, c'est-à-dire les quintiles plus défavorisés. Aussi, on a regardé quel type de morbidités, des maladies chroniques avait. Et ici, on peut voir que, par contre, la proportion des personnes qui a une de ces maladies chroniques-là, qui sont des maladies chroniques assez fréquentes dans la population générale, augmente sensiblement au fil du temps. Par exemple, on passe avec une prévalence, une proportion des gens qui ont aussi comme comorbidité le diabète de 16% en 2000 à 32% en 2016. Si des changements similaires sont vus pour d'autres maladies chroniques, comme des maladies comme l'hypertension qui passe dans 37 à 57%. Mais aussi, il y a des augmentations de certaines maladies comme l'asthme ou l'MPOC. Les maladies, les troubles anxio-dépressifs, donc des maladies, des problèmes psychiatriques, demeurent plus ou moins stables ou on a peut-être une baisse dans les années suivantes. On peut voir aussi que la multimorbidité augmente, donc la proportion des personnes qui sont atteintes de plus d'une maladie chronique, donc 2 et plus, augmente. Si on va regarder en 2000, par exemple, on avait 30% des personnes et 21% des personnes qui avaient 3, 4 ou 5 maladies chroniques. Et ces chiffres, par exemple, à 5 et plus, c'est passé à 30%. Similairement, par contre, certaines autres caractéristiques n'ont pas vraiment bougé, comme les nombres d'hospitalisations ou des visites médicales.
Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la polymédication des personnes âgées avec schizophrénie entre 2000 et 2016? En fait, ces graphiques-là nous montrent la prévalence ajustée de la polymédication et le nombre moyen des médicaments par personne. On peut voir qu'indépendamment de la définition des polypharmacies utilisées, on voit une augmentation tout au long de la période. En fait, si on prend par exemple la prévalence à 10 médicaments et plus, on passe des 36-37% en 2000 à 62 en 2016. Donc, on peut voir qu'il y a une augmentation graduelle et constante de la polymédication, peu importe la définition qu'on a utilisée. Bien évidemment, si on utilise une définition avec très peu de médicaments, on a vraiment la très large majorité des personnes qui sont atteintes, qui sont exposées à ce type de polymédication. La courbe en bleu pâle montre aussi que les nombres moyens des médicaments par personne augmentent également, en passant à peu près entre 8 et 9, un peu moins que 9 médicaments dans l'année 2000 à plus de 12 dans l'année 2016. Puis, on s'est demandé aussi s'il y avait des différences par rapport au groupe d'âge. Et si on prend seulement la dernière année financière, donc la plus récente, 2016-2017, on peut apprécier que la prévalence de la polymédication, peu importe la définition, augmente avec les groupes d'âge, donc qui est plus importante chez les personnes qui ont plus de 86 ans et plus. Et donc, on voit bien évidemment que la définition plus sévère des 20 médicaments est plus, la prévalence est plus faible, mais on peut voir la même tendance à l'augmentation avec l'âge. Qu'est-ce qu'il arrive avec les sexes? Avec les sexes, on a des valeurs qui changent un peu. Ici, juste pour vous dire que c'est toujours des prévalences ajustées pour l'âge de la médication, mais en fait, il y a des fluctuations dans toute la période, mais on voit toujours que les femmes ont des prévalences légèrement plus élevées que les hommes des polymédications. Les femmes sont celles qui ont les lignes continues, alors que les hommes sont les lignes pointillées que vous pouvez voir ici. Puis, on s'est demandé aussi s'il y avait des différences selon la région des résidences. Et ici, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment un pattern très évident, mais c'est sûr que si on regarde, par exemple, les 10 médicaments ou plus ou les 15 médicaments ou plus, on peut voir qu'il y a une légère augmentation en allant vers des zones, des agglomérations plus petites avec moins d'habitants ou des zones rurales par rapport à des zones comme la zone de Montréal, donc en ville. Donc, même quand on ajuste pour l'âge afin d'éliminer des biais potentiels de la composition de la population qui peut changer selon l'âge en ville ou dans des villages. Également, on s'est demandé s'il y avait des différences selon la défavorisation matérielle et sociale. Donc, on a regardé selon cet indice de comorbidité matérielle et sociale qu'on a dans les CISMAC. Et juste pour mettre en contexte, cet indice a deux dimensions, une dimension matérielle qui reflète plus la privation des biens de la personne, qui est liée, par exemple, au niveau d'éducation, l'emploi et les revenus, et une composante sociale qui est les réseaux sociaux qui reflètent les réseaux sociaux comme la famille et qui représentent en fait la présence des personnes qui vivent en monoparental, qui sont divorcées ou séparées, etc. Mais qu'il s'agit d'un indice, en fait, pas individuel, mais
mais qui est écologique. Donc, ici, la prévalence ajustée pour l'âge selon la défavorisation matérielle et sociale, on a vu qu'il n'y a pas vraiment des grands changements, sauf que apparemment, les moins défavorisés ont un peu moins de prévalence de la polymédication, mais en fait, ce n'est pas si évident. Il n'y a pas de tendances comme on l'a vu, par exemple, dans d'autres études. Enfin, on s'est penché sur les maladies chroniques concomitantes et on peut voir ici que la prévalence change selon la présence des comorbidités. Donc, peu importe si on regarde les types de polymédication, on voit que la prévalence augmente fortement si on considère les nombres de comorbidités. Donc, des personnes qui ont plus de comorbidités ont bien évidemment une prévalence plus élevée de la polymédication. Similairement, on a regardé que certaines maladies impactent plus que d'autres sur la polymédication, notamment des maladies comme l'asthme ou l'MPOC ou des maladies comme l'hypertension ou des maladies cardiovasculaires qui nécessitent la prise de plusieurs médicaments. Dans la population générale aussi, vont impacter énormément aussi chez les personnes qui ont la schizophrénie. Puis, enfin, on s'est dit, OK, quels sont les médicaments qui impactent sur la polymédication? Et on a regardé d'abord les antipsychotiques. En fait, si on regarde la prévalence annuelle d'utilisation d'antipsychotiques, on voit que c'est bien évidemment très élevé parce que ces personnes sont traitées pour la schizophrénie avec des antipsychotiques et que la prévalence demeure assez constante tout au long de la période avec une diminution des antipsychotiques des premières générations, les typiques, et une augmentation des atypiques, donc c'est deuxième génération, mais avec stabilité dans la prévalence. Donc, sont en fait les autres médicaments qui vont avoir un impact important sur la prévalence de la polymédication, notamment des médicaments gastro-intestinaux, des médicaments pour la douleur, des médicaments pour l'ostéoporose et des antidiabétiques, etc. Donc, des médicaments pour les autres maladies chroniques concomitantes. Ça se reflète aussi par les nombres annuels des médicaments consommés par ces personnes-là, parce que si on regarde par exemple les nombres annuels moyennes, on avait vu qu'on passait de presque 9 en 2000 à plus de 12 médicaments différents en 2016, mais que les nombres annuels d'antipsychotiques demeurent assez stables dans la période entre 1,5 et 1,67. Donc, quels sont les facteurs qui sont associés à la polymédication? Pour répondre à cette question, on a fait des régressions des poissons multivariées des facteurs associés à la polymédication, dépendamment de la définition. Ici, je rapporte seulement les résultats pour la polymédication en définition 10 médicaments et plus. On voit que par rapport à les variables qu'on a utilisées, en fait, les seules variables qui sont vraiment associées à un risque accru des polymédications sont les nombres de comorbidités. On a aussi les sexes féminins qui a un rapport de risque de 1,11, mais ce qui impacte le plus, c'est vraiment les nombres des comorbidités. Par exemple, on a un rapport de risque de 3,14 pour la présence des 5 comorbidités et plus. Donc, on s'en va vers la fin. Quelles sont les forces et les limites de cette étude? Pour ce qui est des forces, c'est les premières études qui apportaient sur la polymédication globale des personnes âgées qui sont atteintes de schizophrénie. Donc, on a fait un portrait de la problématique, on a fait des analyses par sous-groupe aussi. C'est une étude populationnelle, comme on vient de le dire. L'avoir utilisé les données du CISMAC
nous a permis d'avoir une large couverture de la population parce que virtuellement, toutes les personnes âgées sont assurées par les systèmes publics d'assurance médicaments. Et on a aussi un aspect longitudinal parce qu'on a pu voir des variations annuelles en ayant des données de 2000 à 2016. Puis, les données de Sysmark sont aussi des données largement utilisées dans la surveillance des troubles mentaux au Québec par l'INSPQ et par plusieurs chercheurs. On a utilisé des définitions validées des cas de schizophrénie, des définitions validées par l'INSPQ et aussi les données des réclamations se sont vues stables. Des limites sont dues au fait que on a mesuré la polymédication comme nombre de médicaments annuels. Donc, ça se peut que ces médicaments ne soient pas pris de façon concomitante et qu'on a utilisé les dénominations communes. Donc, on pourrait avoir surestimé la polymédication parce que 2 médicaments de la même classe comptent 2 fois et pas une seule fois. Donc, peut-être si on a eu des changements au cours de l'année, on l'a comptabilisé comme 2 médicaments différents. Et on n'a pas pu analyser qualitativement la polymédication. En plus, pour ce qui est des facteurs associés à la polymédication, on n'a pas toutes des variables qui pourraient être associées à la polymédication dans les Sysmark. En conclusion, je pense que j'ai quelques minutes que je vais utiliser pour conclure. La prévalence de la polymédication et les nombres moyens des médicaments utilisés ont vraiment augmenté de façon assez stable entre 2000 et 2016 dans tous les groupes d'âge. Les médicaments non antipsychotiques sont en fait essentiellement les moteurs de cette hausse, puisque les antipsychotiques ont resté stables, les nombres d'antipsychotiques ont resté stables. Les seuls facteurs cliniquement significatifs associés à la polypharmacie dans les régressions multivariées qu'on a menées étaient le nombre des comorbidités. On a rapporté tantôt des exemples des rapports des risques. Puis, le nombre croissant des médicaments psychiatriques et non psychiatriques disponibles sur le marché pourrait être un facteur contributif. Donc, on ne peut pas non plus exclure que certains changements, certains switches, donc passage d'un médicament à l'autre, pourraient avoir un impact. En général, on peut dire que la population étudiée peut être exposée à un risque d'événements indésirables, d'interactions médicamenteuses et d'autres effets indésirables qu'on a vus associés à la polymédication tantôt à cause du fait que ces personnes-là utilisent beaucoup de médicaments et que ces médicaments pourraient avoir des effets secondaires, des interactions importantes avec des médicaments antipsychotiques. Donc, tout dernier message final, donc take-home message, c'est que les risques et les avantages de la polymédication chez des personnes âgées atteintes de schizophrénie ne sont pas bien définis, qu'il est nécessaire de mieux comprendre quelle combinaison de médicaments offre les plus grands avantages, les plus faibles risques dans cette population, compte tenu de l'utilisation concomitante de médicaments psychiatriques et non psychiatriques. Je termine vraiment avec des remerciements pour ma collègue Caroline Sirois de l'Université Laval qui est responsable avec moi de la mise en place de cette étude qui a été financée par les RQRM, les Réseaux québécois de recherche sur les médicaments. J'aimerais aussi remercier l'Institut national de santé publique du Québec avec les chercheurs Victorin Massamba et Louis Rochette qui ont fait les analyses, qui nous ont donné accès aux données. Et les étudiantes Amina Wali et Isabelle Tardif qui ont participé à cette étude. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Lumgi, pour votre très belle présentation. Ça nous a beaucoup informé sur le sujet de la polymédication chez les personnes âgées atteintes
de schizophrénie. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet Q et R, Q et A qui se trouve en bas de votre écran. Pour l'instant, je ne vois pas de questions qui auraient été posées. En attendant, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous savez s'il y a une plus grande prévalence de polymédication chez les personnes âgées avec un trouble psychotique, avec la schizophrénie, quand on compare, par exemple, à la population générale des personnes âgées? Oui, merci pour la question. Oui, en effet, il y a eu un feuillet de l'ISBQ qui a été fait il n'y a pas longtemps, qui portait, en fait, qui faisait un portrait de la polymédication chez la population générale âgée. Et bien qu'on avait remarqué que la polymédication était très prévalente dans la population âgée, en fait, les valeurs étaient plus faibles. Si je reprends, vous voyez encore mon écran, si je reprends en fait la prévalence ajustée pour l'âge, ma population des personnes atteintes de schizophrénie, on voyait par exemple des niveaux qui allaient à 76% des polymédications 5 et plus en 2000 jusqu'à en fait presque 90% en 2016. En fait, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on allait plutôt sur les 60 et quelques en 2000 pour la population générale et 70 et quelques en 2016. On avait des données dans la même période, donc on voyait quand même une augmentation dans la population générale, mais on est 10% de plus des pourcentages. Super, merci. On a une question de Monsieur Alain Lesage qui aimerait en fait la poser directement. Donc, on va vous donner l'accès pour activer votre caméra et votre micro. Oui, bonjour, professeur Lundy. Félicitations pour la présentation très, très claire aussi. Je suis très frappé par l'augmentation des comorbidités au fil des années. Et je me demandais s'il peut peut-être avoir un artefact à l'intérieur de cela, d'où ma question. Est-ce que la définition de schizophrénie dépend que dans l'année en question, comme par exemple 2000 ou 2004 et autres, dans cette année-là, la personne a reçu le diagnostic de schizophrénie dans cette année-là. Pour le diabète ou l'hypertension des autres, est-ce que ça dépend d'avoir posé le diagnostic dans cette année-là ou encore si la personne a déjà reçu le diagnostic auparavant et est toujours vivante et considérée comme ayant le diabète à ce moment-là, ce qui est la définition habituelle du SISMAC pour l'ensemble des maladies chroniques, mais pas nécessairement pour les troubles mentaux. Oui, en fait, Dr. Lesage, vous connaissez très bien le SISMAC. On a utilisé les définitions classiques du SISMAC. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, ça peut être un artefact pour ce qui est de la description de la population. Premièrement, parce que chaque année, on demande que la personne ait son diagnostic de schizophrénie. Donc, la définition des cas, c'est vraiment que chaque année, la personne doit avoir son code diagnostic pour ce qui est de la schizophrénie. Mais on a utilisé les informations sur les définitions courantes à l'INSPQ pour les autres comorbidités. Donc, ça se peut qu'il y a cet artefact-là des définitions à vie pour les autres comorbidités, en plus du fait qu'il s'agit des prévalences brutes, donc pas ajustées pour l'âge, et étant donné qu'on a des cas prévalents de schizophrénie, ça se peut que la personne vieillisse en fait au fil du temps. D'accord, très bien. Donc, je suggérerais d'en prendre soin parce qu'il est normal à ce moment-là chez les personnes de plus de 65 ans, entre 2000 et 2016-2020, la prévalence telle que mesurée par le SISMAC
du diabète, de l'hypertension ont toutes augmenté Ouais. à chaque année. Donc, ça peut vraiment expliquer le phénomène qu'on observe là, plutôt que si une définition de cas annuel, comme pour la schizophrénie, aurait été utilisée aussi à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup pour votre question. On a une autre question de Michael Nanclares qui demande: on a vu qu'il y a une augmentation de la prescription des antipsychotiques de deuxième génération qui ont davantage d'effets secondaires d'ordre métabolique. Peut-on faire l'hypothèse que ce facteur expliquerait l'augmentation du nombre de comorbidités? Merci pour la question. C'est vraiment une très, très belle question et c'est en fait des sujets qu'on aimerait aborder dans des études ultérieures. Pour l'instant, on est dans une perspective descriptive de ce qui s'est passé, donc quelles sont les informations qu'on a. Donc, faire une photo, en fait, de l'usage des médicaments. Mais effectivement, c'est possible que l'augmentation des médicaments pour des comorbidités cardiovasculaires comme le diabète, etc., soit en lien au fait qu'il y a des effets indésirables des antipsychotiques de deuxième génération plus au niveau métabolique par rapport à la première génération. Ça, c'est une hypothèse qu'on pourrait essayer de tester avec des études étiologiques, donc des études plus avancées. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes pour répondre à vos questions. On va allonger un petit peu jusqu'à 13h05, 13h06 environ. Donc, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à nous les poser. En attendant, je voulais savoir si vous aviez une idée de peut-être l'état de la polymédication chez d'autres groupes, dans d'autres populations, aux prises avec d'autres troubles de santé mentale que la schizophrénie? Pour l'instant, non, on n'a pas examiné d'autres groupes avec d'autres troubles mentaux, mais en fait, l'idée aussi de faire des portraits pour d'autres populations, notamment, je suis dans un groupe de travail sur les troubles de la personnalité qui sont des troubles mentaux qui n'ont pas d'indications claires quant à la prise des médicaments. Donc, il n'y a pas de médicaments pour traiter les troubles de la personnalité. Normalement, on traite des comorbidités ou des symptômes. Donc, ça serait intéressant de voir aussi qu'est-ce qui se passe chez des personnes âgées qui sont atteintes des troubles de la personnalité. Très bien, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre présentation d'aujourd'hui. Donc, je pense que ça boucle bien. En attendant, de notre côté, on invite tout le monde à assister à notre prochain webinaire qui va avoir lieu le 17 novembre sur le sujet prévalence, comorbidité psychiatrique et taux de mortalité parmi les personnes diagnostiquées avec un trouble lié aux substances. Ce que les banques de données administratives québécoises nous apprennent. Donc, ce webinaire-là va être organisé en collaboration, encore une fois, avec le réseau Calaxia et le réseau québécois sur le suicide et les troubles de l'humeur et associés. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir tout le monde.